François Bon, Lovecraft 1925, le principe, bon, maintenant vous commencez à le connaître, on est en 2025, on est le 14 janvier, eh bien on va ouvrir les petits carnets de H.P. Lovecraft, son petit carnet de 1925, et là dans chaque petite case il y a le résumé logographique de ce qu'il a fabriqué, on a dans les lettres latentes et par d'autres sources de quoi compléter, décortiquer. Nouvelle chose dans le petit dossier réservé, j'ai commencé j'appelle ça dictionnaire, ouais, il y aura un index des noms, et pour chaque nom, ben, on va le faire, hein, on va pas faire progressivement. Maintenant, à chaque fois qu'un personnage arrivera, on mettra un petit résumé, des liens, idem pour les lieux, y compris les restaurants, les musées, les balades dans les parcs ou les gares, pourquoi pas. Donc un vrai outil interactif. Et puis, tout simplement, Lovecraft, il lit des livres dont il parle. Il va au cinéma, eh bien ça, on le répertorie avec chaque fois aussi des liens. Et évidemment, j'ai rajouté l'univers de mes propres sources, bibliographie. C'est important. Je sais pas si beaucoup d'entre vous ont lu, ça m'a, oh là, ça m'a vraiment poussé un pied au derrière. L'an dernier, c'est paru. Midnight Rumbles, David J. Godwin. Alors c'est un universitaire, et je me sens pas du tout en concurrence ni quoi que ce soit, mais c'est quoi le thème de Midnight Rumbles, H.P. Lovecraft in Gotham? Eh bien, c'est justement un essai sur Lovecraft à New York. Je me suis dit, il est peut-être temps que tu te mettes au tien, puisque j'avais commencé depuis si longtemps. Donc tout ça, il y a les sources, il y a les liens, et de quoi s'y retrouver. Alors pour l'instant, ça ressemble un peu à une arête de poisson, on va le nourrir justement à chaque vidéo. Alors on est le 14 janvier, on arrive là au bout de notre troisième colonne. Ben oui, mais on a 365 jours à tenir. Elle a été un petit peu mangée par la journée d'hier, le 13, là, c'est un peu condensé. Donc il joue, vous savez que regardez la barre, elle est jolie, elle fait hop, elle monte et hop, elle remonte, on dirait les courses de la bourse ou je sais pas quoi. Allez, on est le 14. Up early, ça c'est pas souvent. Je me lève de bonne heure. Calls for, il y a des appels pour Sonia. Ben oui, Sonia elle est toujours avec lui, donc même si elle dort dans une autre chambre là, de l'immeuble de 169 à Clinton Street, et on est toujours dans ces trucs de dactylographie là pour sa conférence qui approche. Je laisse ce nom sur lequel on va revenir très très vite, et ce sera notre thème aujourd'hui, hein, Monsieur Richardson. Alors Monsieur Richardson, c'est mal défini, mais bon, c'est quelqu'un qui travaille dans une entreprise de bureau, de trucs un peu financiers. Mais Richardson, je pense que c'est par les United Amateurs, c'est celui qui va se faire l'intermédiaire entre Lovecraft et puis cette toute nouvelle revue qui va bientôt paraître, qui s'appelle Weird Tales, et qui va devenir évidemment un appui solide là dans ce qu'on entreprend. Mais là, c'est simplement que le nom que je ne veux pas prononcer pour l'instant, là c'est Lovecraft qui appelle, Richardson, c'est Richardson qui appelle. On part en expédition parce que l'ami Samuel Loveman, lui, Lovecraft, vous savez, hier soir, il a changé le ruban de sa machine à écrire. Là, c'est celle de Loveman qui marche plus. Alors, je grossis un petit peu. Qu'est-ce que fait le courageux Loveman? Eh bien, il appelle Lovecraft à son secours avec ce mot fixe qui est toujours un peu magique. On va aller réparer la Remington de Loveman. Peut-être qu'il y a c'est des petits bras là, des fois ça se tord et ça se chevauche, ou tout simplement lui aussi changer le ruban bicolore. Qu'est-ce que je vous ai proposé dans mon petit PDF? C'est aussi simple. Fixe SL Remington, Tiptoe Inn, alors encore un bistrot qu'on ne connaît pas, mais on va justement à chaque fois, on peut enquêter, qu'est-ce qu'il y a comme trace, est-ce qu'on le retrouve, est-ce qu'on trouve ça sur une carte postale, et on revient chez Loveman, et puis ensuite, ça va être ses deux amis, Morton et Leeds, fin de la journée. Et le mot que je ne voulais pas prononcer, c'est celui-ci. C'est la première fois qu'il apparaît dans le carnet 1925, c'est Houdini. Lovecraft appelle Houdini,
On le sait dans les lettres à la vieille Liliane, la vieille tante Liliane à Providence. C'est tout simple. Houdini donne un spectacle à New York. Eh bien, on lui passe un coup de fil. Est-ce que c'est à Houdini directement ou plus probablement son agent pour obtenir 2 places et puis y aller avec Sonia? Oui, c'est extrêmement banal. Mais Houdini, est-ce que c'est banal là, dans les affaires de Lovecraft? Non. Alors on y va sur Houdini, d'accord? Alors, j'aimerais vous proposer juste, on peut évidemment prendre la bio et tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous n'êtes pas, vous faites des touches d'avance rapide sur vos ordi. Bien, je voulais vous proposer de prendre exactement 3 minutes 50 pour regarder ensemble un film muet. Ce film date exactement de 1919. C'est parti, on y va. Un avion, un biplan. La plupart du temps, c'était des biplans français voisins. Là, j'ai aucune idée de si c'en est. Une femme est montée là sur la première place, mais oh là, l'aviateur, ouah, non, non, c'est moi qui pars avec vous, c'est pas l'autre. Et ça y est, c'est parti. Mais le voilà, lui, qui arrive très vite. Qu'est-ce qui se passe? Où elle est? Eh bien, rapte, en vol. L'autre, là, le mécano, lui dit « Regardez, il y a un autre avion qui vient de décoller. L'homme, il est parti avec la fille. » Ça tombe bien, ils ont une corde, il a une corde avec lui. Heureusement qu'il y a pensé. Eh bien, évidemment, tout le monde a des casques et tout ça. Lui, il est en chemise blanche et cravate. Et c'est parti, on décolle, nous aussi. Mais rien de préparé, c'est des pauvres roues qui caote là sur le champ tout à fait brut et commence. Alors là, ça veut dire qu'on va voir 2 avions, ça veut dire qu'il y en a un 3e qui est en vol avec la caméra, et ça y est, on a repéré les méchants. Et regardez, c'est la composition chaque fois depuis ce 3e avion. Alors je pense qu'ils ont stocké des plans et des plans. Je pense aussi que ces plans là, quand c'est comme ça, hop là, on est au sol et puis on brasse l'avion, et ça c'est au montage qu'on refabrique là ces plans vus de près, évidemment, et il n'y a pas de triche. Et qu'est-ce qu'il fait Houdini? Houdini, eh bien, il sort avec sa corde. Il passe du siège là derrière le pilote du siège avant, pardon. Il passe du siège passager du biplan sur les ailes. Il va attacher la corde au montant, et ça, faire les nœuds, il sait faire. Et là, il n'y a pas de doublage. Ça, oui, studio. Et là, non. C'est-à-dire que pour la première fois, un homme va se faire filmer passant d'un avion à un autre. Alors, évidemment, même le bazar, les décrochements, ça veut dire que ça, c'est la partie cascade. On peut supposer que c'est soigneusement élaboré, mais pas tant que ça. Vous voyez, ça valse dans tous les sens. Il descend pourtant sur sa petite échelle de corde. Évidemment, la scène, là-haut, le méchant a repéré qu'ils sont poursuivis. Il intime à la femme, dit « Non, 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 n'appelez pas au secours. On a de la brume qui nous arrange quelquefois. Très bien. » Et le voilà, c'est pas une échelle, c'est une corde à nœuds. Et on se rapproche. Est-ce qu'il va réussir? Oui, il va sauter sur le ravisseur. Et évidemment, la jeune femme qui est la victime, on l'attrape. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, crash immédiat des 2 avions. Là, aucune idée de comment ça fait. On se retrouve là dans le village. Voilà ces images de l'avion fou en piqué. Et brum, écrasement au sol. On était à 600 mètres de haut. Eh ben, ça finit mal, hein. Il ne peut pas y avoir de survivants dans un truc comme ça. Regardez, il n'y a plus que de la fumée. Tout le monde court. Et non, on applaudit parce que de l'avion qui s'est écrasé sur la place du village, le héros sort en tenant la jeune femme dans ses bras. Il n'a même pas perdu son maquillage bien plâtré. Elle le reconnaît. Regardez ce sourire. Et voilà, c'est fini. Ça a duré 3 minutes 50. C'est tout ce qu'on peut mettre en 3 minutes 50. Et Houdini est coutumier, ce genre de choses. Je peux, là, brièvement, on va pas, ça fait 2 minutes. Ouais, 2 minutes. Alors, allons-y. 1907, à Rochester, dans l'État de New York. On saute du pont avec les mains menottées.
Alors tout est là. C'est-à-dire, sur 2 minutes, la première minute, ça va être le striptease. Enlever la cravate, enlever les bretelles, enlever la chemise, et apparaît évidemment, c'est un mec baraqué. Tu vas enlever les chaussures et le pantalon, il va enlever les chaussettes, les chaussures et le pantalon. Tout se passera en caleçon. Regardez la tête des officiels, ils ont tous des chapeaux melons et c'est un véritable policier avec son bâton et sa matraque qui lui met les menottes. Et évidemment, pas question de tricher. Un autre arrive, on vérifie que c'est bien de vraies menottes, qu'elles sont bien, hop là, encliquées et c'est foutu. Et c'est historique, c'est la première fois que Houdini filme une de ses performances. Donc là, en pleine ville, vous voyez le bâtiment industriel, vous voyez la foule là sur le quai. Et alors regardez bien là sur le tablier du pont, vous voyez comme les mains traînaillent, comme il prend bien son temps, comme là on bricole d'un poignet l'autre, il avouera plus tard des fois que tout tenait à avoir un petit crochet, un petit trombone, un petit truc comme ça, là, coincé dans la truc du pantalon, mais c'est l'art du magicien. Et il saute, et quand il sort de la rivière, non, c'est fini. Il n'y a plus de menottes, un bon petit crawl, et on a fini. Alors, Houdini est né en 1876, je crois que c'est à Budapest, en Hongrie. Il s'appelle Eric Weiss. Aux États-Unis, on va même changer l'orthographe du Eric, E-R-I-K, ce sera E-H-R-I-C-H, E-H-R-I-C-H, oui, Eric Weiss. Le père est rabbin. Quand ils arrivent à s'exiler aux États-Unis, lui, le gamin, il a 8 ans, et on se retrouve dans le Wisconsin, qui n'est pas un endroit de plaisir énorme, et le père continue son travail de rabbin. Il y a 2 frères. Évidemment, on en sait peu, sinon que du Wisconsin, ils vont rejoindre et s'établir à New York, et que là, l'enfant fait du cirque. Non seulement il fait du cirque, mais il va devenir un artiste. C'est l'enfant fou du trapèze, le jeune prince du trapèze. Donc, ça y est, commence la vie de saltimbanque, et ce qui l'attire, c'est le musical, et la spécialité qui va devenir la sienne, on l'enferme. Alors on l'enfermera dans tout, dans un tonneau de bière, on l'enfermera dans le ventre d'une baleine, on l'enfermera dans tout ce qu'on peut imaginer où on peut enfermer un homme. Tiens, salut Abraham Poincheval, que j'admire et respecte tant. Et à chaque fois, Houdini va se débrouiller pour enlever les cordes, se débrouiller des trucs, sortir des... Alors il y a aussi quelque chose qui est pas négligeable, c'est qu'il n'est pas tout seul à faire ce truc-là. Simplement, lui, il va rencontrer un agent, un promoteur, un producteur, et donc, comme Bob Dylan aussi avec Albert Grossman, c'est-à-dire que va se mettre en place une machine, c'est comme ça qu'il va venir à Londres, et c'est sur les scènes anglaises d'abord que va se construire la réputation du nouveau Robert Houdini, à cause de Eugène Robert Houdin. Robert, c'est pas le prénom de Houdin, le magicien français. Son prénom, c'est Eugène quelque chose, Eugène Albert, chose comme ça, et le nom, c'est Robert-Houdin. Donc Robert Houdin, Harry Houdini, ça viendra en hommage à ce magicien français qui a laissé, vous savez, plein de livres aussi sur l'art du magicien. Et ces livres, Houdini va les décortiquer. Et il va venir, là, c'est en 1902, donc il a 26 ans, tout près de chez moi, là, ici. Il sera donc un spectacle à Paris ou autre. Il fait le voyage jusqu'à Blois pour aller se recueillir sur la tombe. Alors maintenant, il y a la Maison de la Magie à Blois, etc. On s'est exploité, nos figures locales. Et bien, il va se recueillir sur la tombe de Houdini. Il y a toujours sa veuve qui vit, mais elle refusera de le voir. Elle n'a pas confiance. Et c'est là, au retour, que commence ce truc-là. C'est-à-dire, vous pouvez vous promener sur autant de scènes de musical que vous voulez. Ça remplira pas les stades ni rien. Mais il y a quoi? L'image animée. C'est-à-dire ces films de 2 minutes
Eh bien, on le passe là dans des séances de cinéma où il y a, vous savez, les actualités, les trucs comme ça, et puis le grand film. Et donc Houdini va devenir célèbre par les films qu'il produit lui-même de ses performances. Et donc de 1910, là, cette première perf où se faire jeter d'un pont, mais en faire un événement public, jusqu'à 1919, c'est un film long de 4 minutes, mais vous savez, toutes les différentes phases jusqu'à l'écrabouillage et le sauvetage, c'est une narration, et la narration finit par le héros, et le héros, c'est l'artiste, c'est Houdini. Alors Houdini, il y a cette volonté là aussi de s'imposer comme dans cette stature. La question du livre est importante, c'est-à-dire qu'il va faire des réfutations de certains soi-disant magiciens, il va faire des analyses des trucs de Robert Houdin, le maître, et c'est une signature. Donc cette jeune revue que personne encore, évidemment pour cause, ne connaît, qui s'appelle Weird Tales. Quel bonheur, si c'est une question d'aventure, d'avoir la signature de Harry Houdini. Et d'autant qu'il fait déjà ça, alors il faut un prête-plume. Il y en a un premier, il y a 2 petites histoires, c'est pas terrible. Mais Weird Tales, pour son lancement, souhaite une histoire de signer Houdini. Donc il faut lui trouver un prête-plume, et un prête-plume que personne ne connaisse, qui ne soit pas reconnaissable. Eh bien ça tombe bien, il y a ce type-là, on est juste après 1922, qui à Providence a publié Dagon, Par-delà le mur du sommeil, et quelques autres. Eh bien c'est lui, justement, par ses relations dans le monde United Amateurs. Est-ce que vous écririez, monsieur, contre rémunération, une histoire sur une idée de Houdini? Alors Houdini, voilà, les idées, il y en a pas mal. Il se fait enfermer partout. Et ouais, et s'il était enfermé au fond des pyramides, emprisonné par les pharaons? T'es rentré dans la pyramide, tu peux ressortir? Non, parce que la malédiction des pharaons te fait là. Tout est perdu. Labyrinthe, écrasement, angoisse, horreur, odeur putride. Alors, il n'y a pas de rencontre, tu vois. Est-ce que c'est gribouillé? Est-ce que c'est déjà du téléphone? On n'a pas retrouvé de lettres, en tout cas. Est-ce que c'est simplement par l'intermédiaire de Weird Tales? La demande, c'est quoi? Alors, tu vois, Lovecraft, ce serait bien un truc qui se passerait dans les pyramides, et puis le type ne peut pas sortir. Lovecraft, il lui en faut pas plus. Et en avril, dans le premier numéro de Weird Tales, va apparaître emprisonné par les pharaons, signé Houdini. Et pour moi, après, c'est que des hypothèses et j'aime pas. Ici, il faut toujours se garder des hypothèses. Alors, par exemple, une hypothèse facile, ce serait de dire Weird Tales donc rémunère Lovecraft, et bon, plus ils lui ont pas payé très cher, et puis finalement, l'histoire, c'est elle qui va faire tenir toute la baraque. Donc, on a quand même une petite dette. Et ben, donc, on va publier discrètement le numéro suivant, une nouvelle de ce jeune auteur, bon, qui a 35 ans quand même. Et on va publier Hypnose, qui était un texte qui date de novembre 1923, et qui est le premier. Par contre, La Maison Maudite, là, qu'il vient d'écrire, là, le mois dernier, voilà, ça apparaîtra que dans 4 ans. C'est tout petit, tout laborieux, mais Houdini, c'est déjà un rouage. Et ce sera un rouage aussi avec Sonia, parce que l'histoire, elle est adorable. Alors évidemment, vous me direz, il radote, le mec, il a déjà raconté. Ouais, mais là, on le raconte dans le cadre du projet 1925, et c'est autre chose. En mai, donc, Lovecraft prend le train à Providence. Les 2 tantes, non. Les 2 tantes désapprouvent complètement. Alors, il est déjà venu à New York. Sonia avait arrangé en tout bien, tout honneur. Elle est allée chez Madame Moran, la propriétaire. Elle s'est hébergée quelques jours chez Madame Moran et elle a prêté son appartement à Lovecraft, je ne me souviens plus là, c'est Kirk qui était aussi, mais pour que les gars de Cleveland et celui de Providence, tous passionnés par la même chose, fassent connaissance et découvrent New York ensemble. De là date cette relation qui est devenue donc extrêmement solide. Et puis, quelques temps plus tard, ça y est, Lovecraft revient pour le mariage. Alors évidemment, il doit y avoir du stress, ça c'est explicable. Il est au guichet de la gare. Et qu'est-ce qu'il a sur lui?
Eh bien, il a le manuscrit dactylographié de l'histoire du emprisonné avec les pharaons, ou emprisonné par les pharaons, qu'il doit remettre à la revue, parce que c'est l'histoire phare, l'histoire qui fera le gros titre, l'histoire signée Harry Houdini. Lovecraft prend le billet de train et quelques minutes plus tard, le train fonçant vers New York, il y a 4 heures de voyage, découvre que le manuscrit est resté sur le guichet de la gare. Panique à bord. Quand on arrive à Central Station, qu'est-ce qu'on fait? On téléphone, évidemment. Est-ce que vous avez trouvé? Non, personne n'a trouvé là l'enveloppe de papier craft marron avec une trentaine de pages dactylographiées à l'intérieur. Fini. Bon, oui, mais avec quoi Lovecraft voulait payer la bague de mariage? 70, ou enfin 69 ou 76, je ne me rappelle plus, un chiffre comme ça, mais une grosse somme, énorme somme. C'est-à-dire que les 80 $ qu'on lui paye pour l'histoire écrite sous le nom de Houdini, peut-être que je romance un peu, non, même pas. C'est tout entier sur le budget de la bague, et pour le budget de la bague symbolique, la bague de mariage. S'il n'y a pas le manuscrit Houdini et s'il n'y a pas la paye de Weird Tales, revue encore à naître, la catastrophe, le gouffre. Alors, est-ce qu'il a des cahiers des ébauches? Là, on ne sait pas trop. En tout cas, mariage, et puis train, et on va à Philadelphie, puisque la nuit de noces, et la lune de miel, c'était explorer la vieille Amérique coloniale, les vieilles racines de l'histoire. C'est l'histoire de Lovecraft, c'est pas celle de Sonia, c'est pas d'ailleurs même pas tant que ça, l'histoire de Lovecraft. On trouve un hôtel pas cher, et on demande au patron s'il veut bien leur prêter sa propre machine à écrire Remington. Le patron dit oui, c'est 5 $, on va payer les 5 $. Et toute la nuit de noces, Lovecraft, d'après ses brouillons, dicte à Sonia, qui transcrit sur la Remington le texte qu'il va pouvoir livrer à temps, celui de Houdini. Alors, où on va avec ça? Est-ce que... oui, aujourd'hui, c'est le thème. Alors, là... Vous voyez, on a cette liberté, là, c'est-à-dire téléphoner là, à Houdini ou son impresario pour lui demander 2 places. Bon, ça, c'est rien du tout. Mais il va y avoir d'autres collaborations. Et Houdini, lui, ce qu'il demande à Weird Tales, c'est une somme coquette, bien au-delà de ce que Weird Tales rémunère à ses auteurs, comme Lovecraft, sera 30-35 $. Donc le travail de rewriting possible pour Houdini, le pauvre Lovecraft, il va en faire du rewriting. Il y a un psychologue, vous savez, un de ces types là qui sont un peu des graphomanes, et il a publié 80 plaquettes, alors des plaquettes sur tous les aspects de la psychologie. Il y en a 2 ou 3 qui sont faites uniquement de bout en bout par Lovecraft pour gagner 3 sous. Eh bien, c'est prometteur. C'est-à-dire que Houdini devient une assurance vie. C'est-à-dire, on est en 1925. Il va forcément y avoir d'autres histoires. Houdini, tu me donnes un thème, et moi je te fais l'histoire. Et quelque part, c'est à la fois symbolique, profession de prête-plume, bon. Et c'est plus que symbolique, c'est l'assurance du beefsteak indépendamment de Sonia. Été 1926, donc très peu de mois après cette affaire-là, Houdini a 52 ans. Alors sur scène, il a une de ses performances, bon, c'est un truc classique dans le cirque, on appelle un spectateur dans la salle, un spectateur baraqueux. On vient et tu me donnes un coup dans le ventre le plus fort possible. Alors évidemment, après, c'est des astuces. Tu contractes la sangle abdominale, et le moment où le type envoie, toi, tu contractes encore un peu. Bon, en tout cas, ça fait mal, mais tu tiens le coup. Dans la loge, arrive à Montréal, 23 octobre 1926, entre 3... type, alors soi-disant élève à McGill, comme ils disent là-bas, nous on dit McGill, enfin bon, ça change rien pour le nom des gars, on a les 3 noms, parce que c'est une affaire évidemment qui va faire du bruit. Le plus grand, c'est un baraquet, c'est les Québécois, quand ils sont caboqués, quand ils sont baraqués, les Québécois, j'en connais, moi je peux vous donner des noms, des gars qui ont des tronçonneuses et puis qui vont leur chalet le dimanche.
Et on joue pas avec ça, avec mes copains québécois. Moi. C'est vrai qu'on peut vous donner un coup dans le ventre de la force qu'on veut, et puis... en plus, là, il s'est un peu blessé au poignet, alors il est sur un canapé, il ne peut pas trop se servir du poignet. Qu'est-ce que fait le gars? Bon, sans préparation. Évidemment, on les sort, merci, ça va, on ne se comporte pas comme ça, on ne fait pas comme ça, j'ai pas pu me préparer, etc., etc. Et la tournée continue. On arrive à Detroit. Est-ce que c'est 2 jours après, 5 jours après? Enfin, en tout cas, c'est un délai extrêmement court. C'est peut-être pas 2 jours après, mais c'est 3 maximum. Opération du ventre, péritonite, et Houdini meurt. Alors, l'histoire d'Houdini, c'est un truc, mais quand Houdini meurt à Detroit, oh bah ça tombe, c'est un lieu de pèlerinage, d'aventure spirit, etc., etc. Il y a toute la pacotille. Mais quand il meurt, fin octobre 1926 à Detroit, suite au coup dans le ventre de ce Montréalais, qu'est-ce qui meurt? Eh ben, les assurances du beefsteak de Lovecraft. Et c'est un coup dur pour les deux. Voilà pour Houdini, on va le retrouver souvent sur la route. Alors aujourd'hui spécial Houdini, mais on va quand même continuer notre petit rituel qui est d'aller voir le New York Times du jour. Alors il se passe quoi? Tous les trucs, il fait toujours une météo, il y a des morts là, dans le blizzard, mais c'est dans le Colorado. Il y a en fait divers là, qui occupe toute la une, un bandit masqué dans le train pour Long Island qui récupère un sac postal où il y a au moins 10 000 lettres, enfin en tout cas des valeurs pour je sais pas combien de dollars, et ça évidemment comment ça s'est passé, les détails, l'attaque et tout ça, et c'est-à-dire il y a un vigile qui est armé, le gars avec la capuche, hop là, fonce sur le vigile, prend l'arme du vigile, et pour l'instant, là, il s'échappe, on l'a pas retrouvé. Là, j'ai repris 2-3 choses. D'abord, je voudrais vous emmener, le journal fait 44 pages aujourd'hui, et on va tout de suite aller page 33, je n'en revenais pas. On est dans la partie financière du journal, il y a les rachats d'entreprises, les pubs là, de cours de bourse là, pour les compagnies privées électriques. Là aussi, on a déjà ce petit truc. Et il y a cette pleine page d'une compagnie d'assurance, Guarantee Trust Company, donc une compagnie qui serait plutôt de réassurance, assurance pour les compagnies d'assurance. Et là, j'en revenais pas. J'ai un copain, vous pouvez le retrouver sur les réseaux, il s'appelle Rémi Forte, F-O-R-T-E, peut-être en Forte ou Forte, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est un gars qui fait des expériences de type, citez-le par là, Rémi, tiens, je te taguerai là sur Blue Sky, il y a plein de monde sur Blue Sky maintenant, c'est chouette. Plastiquement génial, regardez, enfin, on clique, on reclique, et on a un écran qui peut devenir plein de chiffres. On peut continuer le voyage, on va entrer dans le tunnel des chiffres. Non, là, je suis au grossissement maximum, et ça se marie bien avec l'article que j'ai traduit, donc qui est dans en PDF. Un petit entrefilet aussi que j'ai bien aimé. Nous réfutons le fait que la radio soit en concurrence du théâtre. Alors moi, ça m'a fait marrer parce que tu vois toujours ce même truc. Est-ce que l'arrivée des lampes électriques par rapport aux lanternes à pétrole, est-ce que ça va tuer l'âme de la lecture? Est-ce que la locomotive va tuer le cheval? Est-ce que la télévision va tuer la radio? Est-ce que le livre numérique peut porter préjudice à l'industrie traditionnelle du livre en ses pantoufles? Eh bien, quand la radio commence à prendre son essor, c'est le théâtre qui proteste. Mais ça, c'est un petit peu là, secondaire pour ce qui nous préoccupe. Mais c'est en passant sur la page 6 que je suis tombé sur cet article. Et c'est celui-ci que j'ai pris la peine. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux? Mais tu sais pas pourquoi tu fais ça. Est-ce que tu fais ça pour les autres? Certainement pas. Est-ce que tu sais s'il y a un pourquoi? Non, il n'y a pas de pourquoi. Qu'est-ce qui m'intéresse? Là, on nous annonce que la police a décidé de promulguer, et même entre différentes polices, différents pays, un code pour crypter les messages. C'est des choses où là, vous retrouvez quoi?
Alors vous retrouvez le Scarabée d'or d'Edgar Poe. C'est-à-dire l'art de crypter et de déchiffrer le message. Et puis, pour ce qui est d'aujourd'hui, toutes ces histoires, là, avec les histoires de téléphone, les applications Telegram ou même les messages WhatsApp, etc., le fait qu'un iPhone puisse pas être déchiffré. Donc, cette question-là du déchiffrage, avec Internet, pour nous, elle est toujours évidemment présente, sensible, crucial. Là, tout d'un coup, on trouve, et il y a un exemple que vous trouverez dans l'article, je vous le passe. Je reviens à ma propre traduction. New York Times, 14 janvier 1925. Les chefs de police dans des milliers de villes des États-Unis, aussi bien que dans plusieurs centaines de pays étrangers, ont reçu la nuit dernière un livret qui servira dans le futur de codage pour les messages confidentiels entre départements. Ce code prend effet dès aujourd'hui. Les experts en chiffres de la police de New York ont travaillé à la compilation de ce livret sous la direction du commissaire Richard Enright, depuis son adoption par une résolution à la Conférence internationale de la police en mai 1923. Ce livret rassemble des milliers de mots codés, chacun contenant 5 lettres. Rappelez-vous la bibliothèque de Borges, où là c'est que des ouvrages de 400 pages, incluant chacun des combinaisons de tant de lignes, tant de trucs. Donc c'est tout avec des combinaisons de 5 lettres, que des mots qui sont tous pareils avec 5 lettres, avec possibilité de les combiner en mots de 10 lettres pour envoi aux pays étrangers selon le maximum imposé par les compagnies de câbles, parce que tout ça doit passer. McLuhan, comme il faut dire, par comment on transmet ces informations sur les en binaire. On attend de ce code à la fois de permettre le secret et une considérable réduction des coûts de transmission, parce que tu vas pouvoir transmettre beaucoup plus d'informations dans des temps beaucoup plus restreints. Avec l'utilisation de ce nouveau code, ce danger est éliminé. Un fouillis de mots comme XPWTY, YFONG, SWINGPHSIZ peut signifier dans le nouveau code arrêté de John Williams, 24 ans, 5 pieds 20 pouces, blond, complexion fine, cicatrice circulaire sous l'œil droit, tatouage de sirène sur l'avant-bras gauche, recherché à Syracuse pour braquage de banque, $10 000, etc. Voilà, c'est cet article que je vous ai mis. Et puis, à demain.